Baudin, vous êtes docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste des médecins naturels, entre autres évidemment. Vous êtes un homme curieux de nature et la phrase qui vous a servi de fil conducteur au cours de votre vie, c'est « Ne croyez rien que vous n'ayez expérimenté vous-même ». Alors, la médecine traditionnelle est toujours importante pour vous, mais vous ne retrouvez pas les valeurs fondamentales des relations médecin-patient. Et j'aurais aimé savoir d'abord quel a été votre déclic. Au départ, il y a eu plusieurs choses qui se sont surajoutées. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais ce que j'appelle moi un médecin de famille. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans les familles. Je soignais le père, la mère, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes. On était invités au baptême, au mariage. Ça faisait vraiment quelque chose qui était très chaleureux. Et puis, avec le temps, est arrivé, c'est l'évolution, c'est comme ça, mais est arrivé beaucoup de nouvelles techniques. Je veux dire, on nous a imposé des protocoles au niveau médical, on nous a imposé l'ordinateur, on a imposé des cartes pour les télétransmissions en France et comme ça. Et donc tout ça, ça a fait que ça a cassé déjà une partie des relations du côté médical. Et c'est vrai que de l'autre côté, on a habitué aussi beaucoup les patients à rechercher la pilule miracle. Ne cherchez rien, ne changez rien dans votre vie, on vous apporte les médicaments qui vont vous soigner. Donc il y a eu tout un tas de choses qui ont fait qui ont corrélé que je ne me reconnaissais plus au niveau de la médecine. Et d'un autre côté, moi j'avais beaucoup suivi de formation, j'avais pas mal voyagé, j'avais rencontré beaucoup de personnes et j'avais vraiment des messages que je voulais transmettre. Et quand j'exerçais, je n'avais pas le temps d'écrire. Et depuis que j'écris, j'ai plus le temps d'exercer. Alors je voudrais que vous me parliez justement de ces voyages parce que vous avez fait des rencontres assez extraordinaires. Vous avez décidé d'aller travailler comme médecin, de faire des remplacements et de faire en quelque sorte un tour du monde? Ah, ça c'était juste à la fin de mes études de médecine. Moi j'ai toujours adoré faire les voyages. Mes premiers voyages remontaient à 73 avec, je crois que j'ai même été en Égypte où il y avait rien n'était fait pour les touristes. Il n'y avait personne dans les temples, c'était extraordinaire. Et puis à la fin de mes études de médecine, qui étaient dans les années, tout à fait en début des années 80, eh bien je me suis dit avant de m'installer, une fois que je suis installé, on peut plus faire ça. Donc je me suis dit, je vais faire un maximum de remplacements pour gagner de l'argent et à ce moment-là partir comme ça à l'aventure avec le sac à dos sur le dos, ce que j'ai commencé à faire. Formidable, oui, tout à fait, parce que j'ai commencé par traverser toute l'Europe de l'Est. À l'époque-là, c'était l'Europe de l'Est, franchir le mur de Berlin, aller dans l'Union soviétique. Je me suis retrouvé au Japon. Après ça, j'ai été en Chine. J'étais parmi les premiers occidentaux à rentrer en Chine et c'était une sacrée expérience. Excusez-moi, c'est à ce moment-là que vous vous êtes intéressé à l'acupuncture? Non, je m'y étais déjà inscrit, j'étais déjà diplômé avant de partir. Et c'est vrai que j'ai rencontré, mais là j'ai eu du mal à rencontrer des médecins chinois parce que là il y avait un gros problème de langue à ce moment-là, ils ne parlaient pas du tout anglais. À Hong Kong un petit peu, mais enfin Hong Kong évidemment beaucoup ils parlaient anglais, mais j'avais eu des difficultés pour les rencontrer. C'est bien plus tard que j'ai rencontré les médecins chinois, les médecins tibétains, les maîtres Qigong bien des années plus tard. Mais ce voyage a duré 1 an et demi. Et c'est vrai que je serais certainement resté encore plus longtemps à faire ce tour du monde. Je serais peut-être encore en train de tourner d'ailleurs. Mais ma mère a eu une grave récidive de sa maladie, de son cancer, et donc je me suis rentré à ce moment-là. Mais autrement, j'ai vu des choses extraordinaires et ça m'a toujours passionné. Et ça m'a ouvert l'esprit aussi sur le monde parce que je me suis aperçu qu'en fait, on était tous égaux et que tout le monde recherchait la même chose. Partout dans le monde, tous les peuples recherchent la même chose, c'est-à-dire les familles, les individus recherchent simplement la paix, la tranquillité, le bonheur, avoir de quoi manger, de quoi vivre, donner à manger à toute sa famille, avoir un toit sur la tête, et c'est tout ce qu'on demande, tous autant qu'on est. Est-ce que tout ça a changé votre façon de vivre personnellement? Ça m'a permis de changer complètement ma pensée sur le monde, voilà, parce que d'un seul coup, j'étais plus un Français, je me sentais vraiment devenir un terrien, tout simplement. Je me sentais proche des autres, et aussi j'avais eu la chance... Avant, au début de mes études de médecine, j'avais fait plusieurs, pour gagner de l'argent également pendant mes vacances, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas beaucoup de vacances universitaires, mais pendant les vacances universitaires, j'allais travailler souvent dans les usines en tant qu'ouvrier, OS, comme on dit, ouvrier spécialisé. Donc j'étais payé au SMIC, je voyais, je travaillais à la chaîne, etc. Et là aussi, ça m'a beaucoup appris, parce que j'ai compris aussi le problème que pouvaient ressentir toutes les personnes, que j'ai gardé d'ailleurs en amitié, parce que moi je faisais ça un mois, mais quand
fait, je me disais, les personnes qui font ça toute leur vie, ça permet de comprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Sûrement. Voilà. Un sacré état d'esprit sur lequel il faut travailler. Exactement. Justement. On a bien beaucoup plus de tolérance. Ah, oui. Donc vous avez commencé avec l'homéopathie, l'acupuncture, la sophrologie. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de ça déjà? Ah, bah si vous voulez, il y a eu mes deux parents m'ont apporté beaucoup de choses. Il y avait mon père qui était médecin. Ah, il était déjà médecin? Il était déjà médecin et lui était déjà versé dans l'acupuncture, l'homéopathie. Et lui, il m'a dit, de toute façon, Luc, il ne faut absolument pas que tu fasses médecine. Donc, voilà, j'ai bien suivi son exemple, vous voyez. Donc vous avez fait le contraire. Je vais faire médecine. Et oui, puis il me dit, en plus, je connais bien le doyen de la faculté de Caen. Je lui dis, oh là, si tu connais le doyen de la faculté de Caen, moi, je vais faire mes études à Rouen. Parce que je me suis dit, bon, si un jour je suis médecin, je ne saurais jamais si j'ai mon diplôme grâce à la valeur de mon travail ou alors c'est parce que j'ai reçu un petit coup d'aide. Donc voilà, et là, j'ai commencé à ça. Donc mon père m'a ouvert les yeux déjà sur tout ce qui était médecine naturelle, parce qu'il faut voir aussi à l'époque, quand il a commencé, lui, c'était dans les premiers médecins qui faisaient acupuncture et homéopathie en France. Et ma mère, elle, de son côté, m'a appris beaucoup, c'est le côté de la tolérance, le côté ouverture du cœur, mais aussi sa maladie. Sa maladie m'a aussi beaucoup appris parce que d'un seul coup, j'ai vu aussi tout ce que la médecine conventionnelle pouvait apporter, mais aussi toutes les lacunes qu'elle avait. Et c'est ça qui m'a incité à prendre mon bâton de pèlerin, comme je dis souvent, et d'aller visiter, d'aller voir à ce moment-là tous les gens qui découvraient quelque chose, que ce soit en France, que ce soit en Europe, et quand j'avais la possibilité, dans le monde. Donc c'est pour ça que j'ai été voyager un petit peu partout, parce que je voulais apporter des solutions à mes patients, en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé déjà des gens qui étaient formidables dans chaque discipline, des gens extraordinaires, vraiment des gens qui travaillaient avec le cœur. Ça, c'était la première chose. Mais aussi simplement au niveau des différentes techniques, je me suis aperçu que, vous voyez, par exemple, on va prendre un tout petit exemple. Oui. L'allopathie et l'homéopathie, eh bien, on les présente toujours comme étant opposés, parce qu'il y en a un qui travaille sur les doses infinitésimales, l'autre qui travaille sur les doses pondérales, des doses. On dit aussi, il y en a un qui va travailler avec les semblables, donc l'homéopathie, l'allopathie va travailler avec les opposés, c'est les antibiotiques, les etc. Et donc, là, on nous les présente comme étant toujours des médecines qui sont opposées. Or, en fin de compte, il faut absolument changer cette vision-là, c'est pas de se dire ce ne sont pas des médecines opposées, ce sont des médecines complémentaires. Et là, je me suis aperçu que toutes les disciplines que l'on avait, toutes ces disciplines, que ce soit la sophrologie, l'homéopathie, mais l'ostéopathie, que ce soit la PNL, que ce soit la symbolique des maladies, tout ça, ça se complétait dans un ensemble très important. C'est-à-dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise technique. Il n'y a pas de mauvaise technique. Chacun a sa route à faire. Chaque patient chaque thérapeute a son chemin à faire. Alors, vous avez tout testé? Toutes les techniques que j'ai étudiées, je les ai testées, et je les ai testées avec mes patients. Je leur disais, tiens, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Je me rappelle comme ça, quand je travaillais sur la symbolique des maladies, j'avais mes patients. Je me rappelle une dame, elle me dit, elle avait un cancer du sein. Et puis là, comme je l'avais appris, c'était un problème avec son conjoint. C'est pas forcément un conflit bagarre, ça peut être un souci pour son conjoint et choses comme ça. Et alors cette femme, elle vivait avec sa mère, elle avait 65 ans, elle vivait avec sa mère, elle n'avait personne dans sa vie, moi je n'ai jamais parlé de quoi que ce soit. Et je me rappelle, je me suis assis sur son lit d'hôpital et puis je me dis, écoutez, je comprends pas, vous avez ça, normalement c'est un problème, il y a un problème avec un conjoint et alors vous m'avez jamais parlé de qui que ce soit dans votre vie. Et elle me répond à ce moment-là du tac au tac, vous avez raison docteur, j'avais un petit ami, personne n'était au courant. Et ce petit ami est décédé 3 mois avant l'apparition de mon cancer. Donc, à chaque fois qu'il y avait des éléments que j'apprenais, que ça c'est la symbolique, mais que ce soit l'ostéopathie, la myothérapie, la nutrition, je faisais ça avec mes patients, je les étudiais. Et en fait, avec ce panel de techniques, eh bien, à ce moment-là, je savais que pour, par exemple, un patient qui venait pour un eczéma, je vais plutôt favoriser évidemment l'homéopathie. Une personne qui avait de la douleur, je vais plutôt lui favoriser l'ostéopathie et l'acupuncture. Une personne qui va avoir une infection, on va peut-être commencer avec des huiles essentielles et puis après ça, avec des antibiotiques si ça ne suffit pas. Donc ça permettait de choisir la thérapie qui me semblait la meilleure à ce moment-là. Et vous vous êtes rendu compte que toutes ces thérapies que vous étudiez
pouvaient se marier ensemble? Tout à fait, tout à fait. Sur mes ordonnances, classiquement, tout était marié, sans aucun problème. Sans aucun problème, parce que là encore, on utilisait ce que j'utilisais, mes patients le savaient, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils venaient me voir, et parce que j'essayais toujours de trouver la technique la plus simple pour les soigner. Et la moins onéreuse, des fois aussi. La moins onéreuse, mais bon, c'était pas le souci principal. C'était déjà la technique la plus simple, celle qui avait le moins d'effets secondaires, qui était la mieux tolérée, etc. C'était le numéro 1, je pense. Pour moi, je regardais plutôt le côté médical, mais en général, ça suivait, parce que vous savez, l'homéopathie, la phyto et tout ça, c'est pas des techniques qui sont très, très onéreuses. Non, et puis c'est pas reconnu à leur valeur, même encore aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que vous avez dû est-ce que vous avez dû vous battre pour ça? Je me bats jamais. Je ne me bats pas. Je me bats pas, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, c'est que, bon, je fais ça. Je sais que j'ai des patients, j'ai des collègues qui disaient oh, Bodin, c'est un farfelu parce qu'il fait de l'homéopathie, etc. Et alors, je m'amusais d'ailleurs parce qu'il y avait mes patients qui me disaient ça. Bodin, c'est un farfelu, il fait de l'homéopathie, de l'acupuncture. Et alors, je répondais à ces personnes, comment ils ont dit ça? Alors, ils me disaient, oui, ils ont dit ça. Alors, ils attendaient justement que je remette quelque chose sur le feu, puis je leur répondais, ah bah ça m'étonne parce que c'est un bon médecin. Belle manière de désamorcer. Voilà, on désamorçait, puis en fin de compte, au bout de quelques années, bon, on est devenus amis je suis devenu ami, enfin j'avais des relations tout à fait normales avec ces personnes. Parce que je ne cherche pas à convaincre, si on me demande, j'explique. Mais si d'aller convaincre quelqu'un qui ne veut pas entendre, on perd son temps et puis on se fatigue et puis ça ne sert à rien, je veux dire. Alors, dans tout ce que vous préconisez, tout ce avec quoi vous travaillez, vous avez parlé, moi je vous ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle la bromélaïne. Alors, je voudrais que vous m'en parliez un petit peu plus et comment vous l'avez découverte? La bromélaïne, c'est un produit que je connais depuis bien des années parce que il est toujours commercialisé en France sous la forme de l'extranase. Donc c'est un tout petit remède qui donnait des résultats sur les inflammations, sur les œdèmes post-traumatiques ou les œdèmes post-opératoires. Donc ça, on le connaissait bien. Et puis, en m'intéressant au cancer, il y avait beaucoup de thérapie, surtout à l'étranger par rapport à la France, en Allemagne, au Canada et ailleurs, où on utilisait des enzymes contre le cancer. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ces enzymes qui avaient des vertus protéolytiques, c'est-à-dire qu'elles lisent les protéines, et donc ça permet de détruire les cellules cancéreuses, du moins c'est ce qui était prétendu. Et donc, j'ai commencé à étudier, et puis au fur et à mesure, il y a eu pas mal de produits qui ont été supprimés. Et puis, actuellement, le produit le plus simple à trouver, c'est la broméline, parce qu'en France, on la trouve aussi sous la forme de broméline ou de la forme de bromélase, et c'est une enzyme qu'on trouve facilement en France, et donc cette enzyme a des nombreuses vertus qui sont aussi intéressantes sur les petits problèmes comme post-traumatique, les douleurs après un effort physique, les douleurs après une séance de gymnastique, quelque chose comme ça, mais aussi ça va agir pour relancer l'immunité, ça va favoriser la cicatrisation. Donc, il y a plein de vertus qui sont intéressantes pour les petites indications, mais aussi très intéressantes pour les maladies plus graves, comme les polyarthrites, comme les maladies auto-immunes, comme bien sûr les cancers, où justement il y a des chercheurs australiens qui ont démontré la vertu de la bromélaïne. Et là, donc, moi j'ai écrit pas mal de livres, et je me suis dit pendant des années, bon, il va bien y avoir quelqu'un qui va sortir ce livre et qui m'a évité de l'écrire. Ouais, voilà. Et puis, faute de voir quelqu'un qui écrivait ce livre, je me suis dit, il faut vraiment que je l'écrive, parce que c'est un produit qui est remarquable, aussi bien dans les pharmacies familiales que pour les maladies graves. Donc c'est pour ça que j'ai écrit, et donc il y a très très peu de contre-indications, pratiquement aucun effet secondaire. Donc c'est vraiment un produit qui est à connaître, vu la largeur de ses indications. Alors oui, certainement, mais moi c'est grâce à vous que j'en connais un petit peu tous les dons, parce que c'est un nom que je connaissais déjà, par exemple en France, mais je trouve qu'on ne s'en sert pas, j'en ai pas entendu parler comme le remède à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Exactement, exactement. Mais vous savez, c'est malheureusement souvent le cas. On sait aussi très bien tout simplement que
les transfusions, les perfusions de vitamine C à haute dose donnent des résultats contre le cancer, même dans les cancers avancés. Et ça, c'est des choses qui ne sont jamais utilisées. Du moins, en France, on ne l'utilise jamais. Alors qu'on le sait très bien. Alors que moi, j'avais eu des preuves, il y a eu des études qui ont été faites et qui sont sorties, par exemple, dans le journal quotidien du médecin, que tous les médecins reçoivent officiellement en France. C'était écrit noir sur blanc. Les médecins le savent et ne l'utilisent pas. Il y en a un autre, c'est un régime, le régime sans polyamine aussi, qui est un petit régime qui consiste simplement à supprimer les aliments qui contiennent de la polyamine et qui permettent des régressions importantes des cancers. Si bien que ça permet que des cancers qui sont avancés, d'un seul coup, peuvent régresser et de devenir de nouveau opérables ou adaptés à la chimiothérapie. La bromélaïne, en plus, on a eu la preuve que si on associe la bromélaïne avec certains antibiotiques, on potentialise l'effet des antibiotiques, si bien que ça permet que ce traitement peut agir sur des bactéries qui sont polyrésistantes aux antibiotiques. Donc c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je l'écrive, ce livre, parce qu'il faut connaître ça. Il y a des produits qui sont vraiment très intéressants, comme la bromélaïne. On connaît aussi le chlorure de magnésium sur d'autres individus. Oui. On connaît l'argent colloïdal. Il y a des remèdes qui sont vraiment d'une très simple, avec très peu d'effets secondaires, et qui nécessiteraient qu'il faudrait que tout le monde connaisse, je dirais. Alors, le titre de ce livre? C'est les miracles de la bromélaïne. C'est le mot juste, les miracles. Alors, en continuant sur tout ce que vous avez appris, parlez-moi de quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années, c'est Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est de l'amour en boîte. Mais c'est de l'amour déjà pour nous. C'est ça qui est le plus important, c'est qu'on ne peut pas aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même. Donc il faut commencer par se dire, ok, Ho'oponopono, on peut être responsable ou être à l'origine de certaines situations désagréables, pour nous ou pour les autres, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'aimer, c'est qu'il faut rester aussi dans la tolérance. Alors, Ho'oponopono, elle est arrivée dans ma vie, j'ai lu les premiers textes américains d'ailleurs, et là, à ce moment-là, j'étais en train de lire aussi des articles de physique quantique qui me disaient « Nous sommes les créateurs, la pensée est créatrice dans la matière. » Ok, on est créateurs dans la matière. D'un autre côté, il y avait tous mes collègues psychiatres, psychologues, etc., qui me disaient « On a un conscient et on a un inconscient, et c'est surtout notre inconscient qui nous commande. » Donc, et d'un seul coup, il y a Ho'oponopono qui arrive derrière et qui nous rassemble les deux, qui nous dit « Ok, c'est justement notre pensée crée ou attire des situations dans notre vie, mais comme la plupart du temps, c'est pas nos pensées conscientes qui agissent, mais nos pensées inconscientes, pas nos pensées inconscientes, c'est elles qui vont attirer les situations. Et ces pensées inconscientes, très souvent, elles sont plutôt délétères, elles sont parfois très très favorables pour nous, et donc elles vont attirer à nous des situations qui sont désagréables. Et là, justement, c'était ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'était ce que je lisais d'un côté, et Ho'oponopono, c'était pratiquement la finalité, le résumé de ce que j'étais en train de lire de l'autre côté. Alors là encore, comme je vous ai dit, ne croyons rien que nous ayons expérimenté. Essayons. Essayons. D'ailleurs, il y a une jeune femme que je ne connais pas, d'ailleurs, que je n'ai jamais vue, mais qui a écrit un article dans le journal Psychologie. Et elle résume très bien aussi cette situation, parce qu'elle dit... on m'avait donné ce livre-là pour faire un article, et donc je l'ai commencé à l'étudier, puis arrive midi. Elle s'en va déjeuner, et en déjeunant, elle va avec son manger, elle va retrouver son petit ami avec qui elle vivait une histoire merveilleuse d'amour, quelque chose de bien. Mais là, à sa plus grande tristesse, ça a été le premier clash, ou j'espère pour elle le dernier, le clash de la vie. Donc ils se sont enguirlandés et ils sont partis fâchés. Alors évidemment, elle est rentrée au bureau triste. Elle est triste, donc elle a commencé à ruminer un petit peu tout ça, puis d'un seul coup, elle voit Ho'oponopono. Puis elle dit, tiens, justement, on va voir si ça marche, ce truc-là. Donc elle a commencé à faire Ho'oponopono en toute conscience, parce que ça, c'est important, c'est de dire Ho'oponopono, de faire Ho'oponopono en toute conscience, il ne faut pas le faire à la télé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se dit, ok, si cette situation-là est arrivée dans ma vie, c'est que j'ai une pensée, sous la plupart du temps inconsciente, qui a attiré cette situation-là dans ma vie.
Donc à ce moment-là, si cette pensée-là elle a attiré, si j'efface cette pensée négative, à ce moment-là, ça va permettre de repousser, de faire disparaître cette situation désagréable. Après ça, ce qui arrivera derrière, on n'en sait rien, mais ça ne peut être que quelque chose de mieux, parce que cette situation désagréable, après une situation désagréable, on peut imaginer que ça peut être que du mieux. Donc, ok, si c'est moi qui l'ai attiré, je vais demander à effacer cette mémoire erronée. Alors comment qu'on fait? Alors les paroles classiques, c'était désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc désolé d'avoir créé cette situation, j'en suis merci à la vie de m'avoir montré cette situation qui m'a permis de comprendre que j'avais une mémoire erronée. J'en demande pardon, mais je m'en demande pardon. C'est pas je t'aime, c'est pas je t'aime à l'autre, c'est je t'aime à moi, surtout je m'aime. Et donc à ce moment-là, on répète, et elle me dit, elle raconte dans son article qu'elle avait à peine fini de faire Ho'oponopono que son petit copain a téléphoné en venant s'excuser, en faisant, c'était la réconciliation. Donc, c'est une très jolie histoire. C'est une très jolie histoire. Et il faut savoir que Ho'oponopono, si j'en juge par ce que j'ai appris de vous d'ailleurs, on peut s'en servir pendant quelques temps, voire quelques semaines ou quelques mois, avant d'avoir une résultante, suivant ce que l'on demande. Oui, ça dépend, parce que là, c'était, je dirais, entre guillemets, une petite altercation, mais pour un problème qui serait un peu plus un problème de fond, ça peut prendre beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, c'est que toutes les situations importantes dans sa vie, il n'y a pas forcément une seule mémoire à effacer, il peut y en avoir plusieurs, donc il faut savoir aussi renouveler la chose. Mais ce qui est important également, c'est qu'on fait Ho'oponopono que pour une seule chose, effacer la mémoire erronée. On ne fait pas Ho'oponopono pour obtenir quelque chose. Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire ce qu'on... Alors, je trouve ça très bien parce que je l'ai appris aussi avec vous. Parce qu'à l'époque, quand j'avais entendu parler de Ho'oponopono et que tout le monde le faisait, c'était pour demander quelque chose et non pas pour effacer une mémoire. Je viens de l'apprendre. Voilà, parce que de toute façon, ce qui va arriver derrière, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Dr Lane a effacé ses mémoires et a obtenu la guérison de ses patients. Mais au départ, ce n'était pas pour ça qu'il le faisait. Lui, il a fait ça pour effacer les mémoires erronées. La guérison de ses patients a été un épiphénomène, je dirais, un bénéfice collatéral, mais ça n'a pas été l'origine de la chose. Et donc là, c'est pour ça qu'on ne fait jamais Ho'oponopono pour les autres. Parce que par contre, s'il y a une personne qui est souffrante, qui arrive dans notre vie, ça veut dire qu'il y a une mémoire qui a attiré cette situation-là dans sa vie, donc il faut travailler sur cette mémoire pour l'effacer, pour changer la situation. Alors est-ce que ça changerait quelque chose pour l'autre? Peut-être, mais peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, pour nous, ça changera quelque chose. Pour nous, ça changerait quelque chose, parce que d'un seul coup, cette mémoire va s'effacer, et donc on ne va plus retrouver cette situation-là qui va se représenter dans l'avenir. Une question de curiosité, comment vous avez décidé d'aller voir ce que c'était ? Quand j'ai lu cet article américain, j'ai trouvé ça qui répondait en plus à ce que j'étais en train de lire et de voir de l'autre côté. Ça a corrélé très, très bien, donc je me suis dit, il faut l'essayer. Et après, une fois que j'ai vu les résultats, il y a Maria et Elisa, je lui ai dit, Maria, écoute, c'est vraiment trop génial, il ne faut pas le garder pour nous, il faut essayer faut passer un petit peu l'information. Et c'est là qu'on a écrit ce livre, et je ne pensais pas j'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu une telle diffusion, mais j'en suis très heureux parce que c'est une technique, là encore, qu'on se fait soi-même, et c'est une technique d'autonomie individuelle, qui ne remplacera pas un traitement, etc. On est bien d'accord, mais qui change complètement. C'est une philosophie de vie. C'est pas un traitement, c'est une philosophie de vie, je l'appelle ça. Alors le titre, encore une fois. Ho'oponopono, le livre, c'est Ho'oponopono, c'est le secret des guérisseurs hawaïens, si je me souviens bien, qui est sorti chez Jouvence. Voilà. Ça, c'est magnifique aussi. Alors, je vous ai entendu aussi parler d'une méthode que moi, je ne connaissais pas du tout, mais je ne connais pas tout, qui s'appelle la méthode Ahora. Alors, parlez-moi un petit peu. Ahora est d'ailleurs, dans ma vie courante, je suis régulièrement en train d'utiliser Ho'oponopono ou Ahora, un petit peu en fonction du feeling, en fonction un petit peu de choix. Ahora, on va pas utiliser l'amour de soi, parce que là, tout à l'heure, c'était l'amour de soi on dit, OK, il y a des situations, mais on s'aime quand même et on efface tout avec l'amour de soi. Là, c'est plutôt la vacuité, c'est-à-dire que quand on a un souci, un problème, quel que ce soit d'ordre physique, que ce soit d'ordre psychologique, eh bien, d'un seul coup, on va se concentrer sur ce problème sans rien demander, sans rien dire. Et là, c'est comme si Ahora, c'est mettre en lumière. Donc c'est comme si, comme on ne pense à rien, on ne fait rien, on se met dans le silence et on va se concentrer uniquement sur l'endroit qui est dans la souffrance, que ce soit un endroit, que ce soit une angoisse, des choses comme ça. Eh bien, à ce moment-là, c'est comme si notre conscience, comme si on montrait à notre conscience le problème.
Et quand on montre à notre conscience le problème, eh bien, elle va justement voir le problème de visu, parce que souvent il est perdu dans un tas d'informations qu'on reçoit tous les jours ou qu'on néglige. Et donc, elle va en prendre le problème et donc elle va écouter le message. Déjà parce que quand on a une pathologie quelconque, on a un problème quelconque d'angoisse ou un problème de physique, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc il faut écouter le message. Donc une fois que le message est écouté, il peut s'effacer. Et donc là, OK, la lettre est passée, l'information est passée, la conscience en a pris la mesure, et donc là, elle peut envoyer à ce moment-là les processus d'auto-guérison. Et là, en l'espace de quelques secondes, quelques minutes, 1, 2, 3 minutes, on sent la douleur qui s'efface, on sent le spasme de la vésicule qui s'améliore, et ça se fait avec une facilité déconcertante. Et j'ai été débordé là par mes lecteurs, parce que c'est vrai que moi j'étais resté dans le cadre des petits bouts de la bobologie, je dirais un petit peu des douleurs, des spasmes, des contractures, etc. Et en fin de compte, j'ai des patients qui m'ont dit, des personnes qui m'ont dit, ah bah là, ça y est, on commence je l'ai fait sur mon hypertension, je l'ai fait sur mon diabète, j'ai fait sur ça. Et on voit les résultats qui descendent. Donc je dis, bah, c'est bien, mais il faut faire ça toujours, faites bien ça en association avec votre médecin traitant, parce que c'est pas ça, faut pas faire de bêtises, n'arrêtez pas le traitement et puis faites pas Aora, mais en fonction des résultats d'Aora, peut-être que vous pourrez diminuer votre traitement avec votre médecin traitant. Et il y a j'avais même une jeune femme qui est médecin en France, et elle m'a dit qu'elle avait arrêté sa poussée de polyarthrite rhumatoïde avec Aora, sans autre remède. C'est fantastique. C'est fantastique. J'ai envie de dire c'est un miracle. Oui, le miracle, c'est que c'est surtout que c'est notre corps qui est le miracle, parce que notre corps, il est capable de faire des choses extraordinaires si on lui laisse les choses. Il y a un petit clin d'œil qui est amusant aussi, c'est que Aor, ça veut dire lumière en hébreu, Ra, c'est le dieu solaire en égyptien, et Aora, eh bien, quand on regarde ça en langage maori, donc en Nouvelle-Zélande, ça veut dire terre de lumière. Et je trouve ça extraordinaire, c'est qu'en fait, on retrouve des sens et des significations similaires alors qu'on est dans des pays qui sont diamétralement opposés sur la Terre, je dirais, quelque part. C'est beau aussi. Hein. Est-ce que vous avez fait cette expérience-là avec vos patients? Est-ce qu'ils vous demandaient de la faire avec eux pour se rendre compte? Oui. Aora, à cette époque-là, je n'exerçais plus déjà quand j'ai fait ça, mais je faisais ça souvent avec les personnes qui venaient en stage. On s'était organisé, je me rappelle, un midi, on avait mangé tous ensemble, et puis je faisais un stage dans le sud de la France, chez une dame qui était adorable, mais elle nous avait fait un bon cassoulet avec un bon fondant au chocolat à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Si bien que on était tous avec une vésicule un peu spasmée. Et donc, on s'est tous concentrés sur notre vésicule qui était un peu souffreteuse. Et en fait, on a senti la vésicule qui se libérait. Certains parmi le groupe sentit d'ailleurs la bile qui s'écoulait et qui repassait à ce moment-là. Donc, et là, on peut faire des petits exercices tout simples. Moi, je m'amuse souvent au niveau des conférences quand j'ai un petit peu de temps pour simplement dire aux personnes, OK, vous fermez les yeux, puis vous concentrez pendant une petite minute sur votre l'épaule droite par exemple, et puis donc vous concentrez simplement sur votre épaule droite sans rien demander, sans rien dire, sans rien juger. Vous pensez à elle, simplement pensez à elle. Et puis au bout d'une minute, je leur dis, OK, maintenant, comparez votre épaule droite et votre épaule gauche. Et donc on sent à ce moment-là, tout de suite après, tiens, c'est comme si l'épaule droite, elle se sentait mieux, elle était plus libre, elle était plus douce, elle était plus harmonieuse. Et on sent une différence entre la droite et la gauche. Donc on voit comment l'attention, d'ailleurs on dit souvent l'énergie suit l'attention. Donc c'est vrai que quand on porte notre attention quelque part, l'énergie arrive, et l'énergie de guérison aussi quelque part. C'est vrai, tout à fait. Donc tout ça sont des techniques d'autonomie pour chacun, parce que ça ne remplacera pas, bien sûr, tout la bromélaïne, tout ça, le Ho'oponopono Aora ne remplacera pas la médecine conventionnelle, on est bien d'accord, mais déjà pour toutes les petites choses de la vie courante, et puis ça peut compléter bien toutes les thérapies conventionnelles, et si on peut diminuer les posologies de certains remèdes conventionnels grâce à des techniques simples, je veux dire, c'est génial. Pourquoi ne pas en profiter, au contraire? Exactement. Alors maintenant, question un petit peu plus personnelle. Pourquoi avez-vous quitté la médecine et comment? Pourquoi j'ai quitté la médecine? Je vous ai déjà un petit peu répondu là tout à l'heure, parce qu'il y a eu je vous ai parlé du côté médical, puis c'est vrai que dans ma vie personnelle, il y avait des choses qui commençaient à bouger, parce que j'adorais mon métier, mais c'est un métier qui est tellement prenant
entre le travail, la famille, entre le travail, les formations, la comptabilité, enfin tout ça, ça prend les gardes, parce que je faisais aussi les gardes de semaine, les gardes de week-end. Donc tout ça, ça tiraille un petit peu au niveau de la famille. Mes enfants commençaient à être adolescents et tout ça, ça tiraille un petit peu. Et puis moi, je voyais aussi que j'avais envie d'autre chose. J'avais envie vraiment de transmettre. C'est vrai, quand on est dans son bureau, on transmet à une personne. Et donc, quand on commence à écrire, on commence à transmettre à beaucoup plus de personnes. Donc, et j'avais envie de transmettre et de diffuser. Donc, voilà. Et je sais qu'au niveau de la médecine, je ne me reconnaissais plus trop au niveau de la médecine qui prenait un chemin qui est très bien. Je veux dire, c'est son chemin. Elle va devenir de plus en plus technique. D'ailleurs, elle va faire des progrès de plus en plus merveilleux. Je le sais, dans les prochaines années, il y a les robots qui arrivent dans les interventions chirurgicales. Il y a maintenant les nanoparticules qui vont arriver au niveau des médicaments. On sait qu'avec les cellules souches, on est capable de refaire des greffes absolument extraordinaires sans avoir de problème de rejet. On est capable il va y avoir des choses qui vont, il y a les exosquelettes, il y a plein de choses qui sont en train de se développer. Et dans les 10 ans qui a 10 prochaines années, il va y avoir une révolution dans la médecine. Une révolution dans la médecine, dans la technologie. Et moi, j'étais plus dans entre guillemets, la médecine, je dirais, de contact. La médecine, j'aimais bien discuter avec mon patient, et mes patients m'ont appris une foule de choses, et si j'en suis là aujourd'hui, c'est souvent grâce à eux d'ailleurs. Oui, parce qu'il faut aussi leur soigner l'esprit en même temps qu'on leur soigne le physique pour leur expliquer ce qui se passe, qu'ils comprennent ce qui se passe, par où ils passent. Voilà, et c'est vrai que c'était aussi une des raisons qui s'ajoute à la petite liste qui s'est faite aussi au fur et à mesure des temps, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs je le vois aussi toujours au travers des mails que je reçois, qui recherchent la pilule miracle pour guérir de leurs problèmes sans avoir à changer quoi que ce soit dans leur vie. Alors c'est justement pas ça ce qui fait la maladie. La maladie, elle est en train de nous dire quelque chose. Elle nous dit, tiens, si tu as mal à ton genou, bien sûr, peut-être que tu as trop forcé, peut-être que tu as trop porté, etc. Mais d'un autre côté, sans doute que dans ta vie, il y a quelque chose, tu n'arrives pas à plier sur certaines choses, tu n'arrives pas à céder sur certaines choses, tu es trop rigide sur tes positions. Donc, il faut entendre les deux. Et tant qu'on s'en donnera simplement à entendre, tu as trop porté, on va te prendre un petit peu d'anti-inflammatoire et puis ça ira mieux après, je veux dire que c'est peine perdue, je veux dire, c'est qu'on on comprend pas, notre corps, il est merveilleux, il est capable de faire des choses extraordinaires, mais s'il nous guérit pas, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce qu'il est pas, il est débordé, c'est très rare qu'il soit débordé, ça arrive de temps en temps dans les grands états de dénutrition, dans les suites de chimiothérapie, etc. Oui, là, il peut être, mais dans les 90% des cas, il est tout à fait efficient, et donc s'il n'arrive pas à s'en sortir, c'est que il a une raison, c'est pas qu'il n'arrive pas à s'en sortir, c'est qu'il ne veut pas s'en sortir et qu'il a une raison pour le faire. Et ça, il faut l'écouter, il faut la comprendre. Et bon, c'est pas toujours facile, je le comprends. J'en suis d'accord d'ailleurs, parce que les médecins aussi, ils sont malades de temps en temps. Et donc il faut. Oui, ça arrive. On fait partie moi j'appelle ça le club des tamalous, vous savez. Le club des tamalous ici, oui, toi mal ici. C'est le club des tamalous. Et les médecins font partie du club des tamalous, il n'y a pas de plus malin, je veux dire. Alors, vous êtes lancé dans l'écriture et avec succès. Et est-ce que ce sont une partie de vos patients ou vos patients qui vous ont demandé d'écrire, par exemple, le manuel des soins énergétiques ? Est-ce qu'il y a eu des demandes ? Comment c'est venu ? Non, pour moi, c'est un peu mon éthique. Mon éthique, c'est que les personnes deviennent de plus en plus autonomes. Et en plus, je vois des choses, je découvre des choses, j'ai des intuitions, on peut dire, je reçois. Et donc tout ça, pour moi, je veux dire, ça ne m'appartient pas. Et donc, pour moi, j'ai envie de transmettre. Et quand on transmet, vous voyez, par exemple, toutes les techniques du manuel des soins énergétiques, c'est toutes les techniques que j'enseigne pendant mes stages. Donc, on pourrait dire, oui, il y en a qui me le disent d'ailleurs. Ils me disent, tiens, j'ai lu votre bouquin, je sais, je peux pratiquer maintenant et sans avoir besoin de vous voir. Je dis, oui, c'est très bien, c'est le but recherché. C'est pour vous rendre autonome. Et si vous pouvez vous en sortir avec simplement le bouquin, il est fait pour ça. Et c'est très, très bien. Donc, c'est de la diffusion. Et ça, je me suis aperçu que je veux pas retenir les informations. Je veux absolument, dans le livre, j'ai donné vraiment tout, dans tous les livres, je donne vraiment tout ce que j'ai, parce qu'en fait, plus on transmet, plus on libère notre esprit, et plus il y en a d'autres choses qui arrivent, et qui arrivent, et qu'on continue, on laisse, c'est un flot, en fin de compte, qui suit. Et je ne veux absolument pas rester dans le contrôle, ou dans la... Ça ne m'appartient pas, je veux dire, ça appartient à tout le monde, et puis c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a bien souvent...
plusieurs personnes qui découvrent la même chose en même temps, parce qu'on a tous eu la même intuition en même temps, et donc de conserver des choses, de se l'approprier, c'est vraiment pas sain. Pour moi, c'est pour moi. Donc au contraire, j'essaye de diffuser, et donc c'est pour ça que le livre à aura, et j'en remercie beaucoup d'ailleurs les éditions Très Daniel, parce qu'ils me permettent de faire des livres qui sont superbes, avec des DVD, des dessins, etc., et qui sont très explicites, je dirais. Donc pour que ce soit, le livre à aura, vous le lisez, vous savez comment le pratiquer. Vous prenez le livre Ho'oponopono, vous le lisez, vous savez comment le pratiquer. Je veux dire, vous regardez le manuel des soins énergétiques, vous avez toutes les clés pour l'informer. Donc voilà, c'est pas après ça qu'on va y faire une formation, etc. Oui, parce qu'on aura la pratique en plus, mais voilà, déjà avec ça, vous avez de quoi travailler. Le principal, c'est déjà ça. Alors, quand vous me parlez de soins énergétiques, quand vous me parlez de messages, de choses comme ça me fait penser au chamanisme. Vous l'avez aussi approché ? Ah, chamanisme, oui, j'ai beaucoup approché. Et d'ailleurs, quelque part, dans les soins énergétiques, on est un peu dans le chamanisme. Et le chamanisme, bah oui, c'est qu'on va interroger, on va. Alors, j'ai jamais utilisé les petites herbes qui font rire. Oui, c'était ce que j'allais vous demander. J'ai jamais utilisé, jamais, parce que je veux dire, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça. Et c'est vrai que bah, j'ai suivi tout un protocole, tout le protocole un petit peu qu'on découvre au fur et à mesure, parce qu'on ne nous le dit pas quand on le fait. Et j'avais fait toute une formation avec un chaman. Et je me rappelle, il y avait une expérience qui est belle, que j'aime bien transmettre, c'est que bon, on se dit, ok, je fais des voyages chamaniques, mais est-ce que j'ai pas fumé la moquette, je dirais, est-ce que je suis pas en train d'inventer tout ça, voilà. Faut rester toujours les pieds sur la terre, hein, faut garder son... Et donc je me rappelle, le chaman avait dit, bah écoutez, je vais rassembler tous les élèves que j'ai, qu'on se connaissait pas, tous les élèves que j'ai, bah si vous voulez, on va faire une réunion pendant une semaine, en plein désert, on est partis tous dans le Sahara, pendant une semaine. Oh, Belle expérience, beau voyage, en plein désert, très très bon. Et puis, le deuxième jour, il nous dit, je vais vous demander, on était une vingtaine donc, de ces élèves, et il nous dit, je vais vous demander à tous quelque chose que je ne demande pas habituellement, vous allez donner votre animal guide, votre animal totem. Et là, à notre grande stupéfaction, c'est qu'on avait tous le même animal totem. C'est vrai ? C'était le cobra, tous le même animal totem. Pas un n'avait pas le même animal totem. Et moi, je sais que je n'avais pas le cobra au départ, j'avais un autre animal totem, d'ailleurs que j'ai retrouvé depuis. Et là, on m'avait changé d'animal totem 15 jours, un mois avant, tout le monde avait changé son animal totem pour se retrouver tous au même endroit, avec le même animal totem à ce moment-là. Et là, fantastique. Vraiment, là, j'ai compris que je n'avais pas fumé la moquette, où on était à 20 à la fumer en même temps. Là, il y a des preuves comme ça, il y a des clins d'œil comme ça qui nous donnent dans la vie. Il y a plein de clins d'œil. Je me rappelle comme ça, j'avais fait une photo aussi d'un Christ, parce que je le trouvais beau. Et quand j'ai fait la photo, c'était encore des argentiques. Et quand j'ai développé la photo, eh bien, le Christ avait 2 auréoles autour de la tête. Et là... je n'avais pas vu quand j'avais pris la photo, évidemment. Et là, j'ai essayé de reprendre la photo en me disant, toujours le cerveau gauche, je ne croyais rien que vous ayez expérimenté. J'ai repris la photo dans les mêmes conditions, etc. Jamais j'ai retrouvé l'auréole. Mais c'est comme si la vie nous disait, tiens, on va voir. Et j'avais eu des expériences aussi dans les vies antérieures. J'avais des amis qui travaillaient beaucoup sur les vies antérieures, qui m'avaient fait remonter dans des vies antérieures. Donc là, j'avais des expériences aussi en voyant dans cette vie antérieure. Il y en avait une où j'étais soignant. Encore ? Déjà. Et je me rappelle, j'étais dans une grotte et je faisais des soins énergétiques, alors que je ne connaissais rien à l'époque aux soins énergétiques quand j'ai fait ces voyages. Et là, je soignais les personnes avec des soins énergétiques, et j'ai compris pourquoi j'étais dans cette grotte, parce que j'allais me recharger sur des gros quartz qui étaient encore enchâssés dans la montagne. Et c'était encore actif. Et donc, voilà, je regarde ça. Et là, après, il s'est arrivé 3 choses qui sont extraordinaires. La première chose, c'est que j'ai commencé à sentir les énergies avec une facilité déconcertante. J'avais mes amis magnétiseurs et choses comme ça qui me montraient, mais je trouvais ça tout de suite. Je le ressentais immédiatement. C'est comme si ça avait réveillé les mémoires. Après ça, pendant ce retour, j'avais aussi ce que j'appelle souvent, c'est le 3e œil qui était sorti, et que j'allais checker un petit peu chez le patient pour regarder où c'était. Puis je me rappelle au niveau d'un soin énergétique que je me dis, je vais aller faire ça, moi, je vais essayer ça quand même. Donc j'avais fait mon soin, et puis pendant que mon patient était allongé, j'envoyais ma conscience aller regarder à l'intérieur. Puis je voyais des choses.
Mais là encore, je me dis, oh là là, ça y est, je suis encore en train de fumer la moquette. Puis je me dis, bon, je vais, non, il vaut mieux pas insister dans ce côté-là. Et puis c'est à ce moment-là que ma patiente qui était là, elle me dit, oh, mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Je vous sens dans ma poitrine. Oh, docteur, qu'est-ce qui se passe? Je vous sens dans ma cuisse. Et à chaque fois que j'avais mon attention qui était à un endroit, et que je voyais les choses à l'intérieur de son corps, elle sentait à l'endroit où j'étais. Alors là, j'ai compris aussi qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et le troisième touch, c'est que je lis souvent des revues de scientifiques comme Science et Avenir, Science et Vie, oui. etc. Et je vois un jour un article qui me dit on a retrouvé des grottes en Chine, on ne sait pas à quoi c'est, si c'était des entrepôts, des carrières, etc. Et je regarde les photos et je dis c'est là que j'étais en train de faire les soins. Oui, oui. Alors malheureusement, j'ai perdu l'article parce que je ne sais pas où est-ce qu'il était. J'aurais bien aimé aller voir sur place ce que c'était. Donc c'est des clins d'œil que nous apporte la vie. Et donc le chamanisme, pour revenir à votre question, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup appris. Et le chamanisme, j'aime bien d'ailleurs, parce j'aime bien le docteur Talchaleur avec son épouse Joanne, et on était d'accord, parce qu'elle, Joanne, c'est une belle chamane de Madagascar. Et en fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'épurer le chamanisme, de lui enlever un petit peu toutes les plumes, si je peux dire, oui. Un petit peu, pour justement refaire quelque chose d'aujourd'hui, quelque chose d'actuel, parce que c'est toujours aussi efficace, ce monde des esprits. Et le monde des esprits avec l'animisme. Et quand on regarde l'animisme, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit qui est dans toute chose, et qu'il y a toute chose plutôt à un esprit. Or, si on regarde au niveau énergétique, eh bien, au niveau énergétique, chaque chose est chargée d'énergie et chargée d'information. Donc, est-ce que s'il y a de l'énergie, s'il y a de l'information, est-ce que ce n'est pas déjà un esprit ? Tout à fait. Voilà. Donc c'est vraiment des techniques, enfin des techniques, je ne sais même pas comment l'appeler. On ne peut pas appeler ça technique, mais en tout cas des façons de voir, de faire qui sont autres et qui ont servi votre technique par contre, celle oui. que vous amenez à vos patients. Voilà, parce que c'est là en plus il y a une grande recrudescence de ce chamanisme aujourd'hui et, oui. Et je trouve ça très intéressant, très intéressant. C'est vrai, je trouve ça passionnant aussi. Alors maintenant, la grande question que vous avez posée, c'est comment créer sa vie ? Oui, parce que, en fait, au travers de tout ça, je me suis aperçu qu'on a des outils qui sont là, mais qu'on peut s'en servir d'une manière très pratique, déjà pour effacer les mémoires erronées, mais on peut aussi s'en servir d'une manière très pratique pour, quelque part, diriger sa vie. C'est-à-dire que pour créer sa vie, je dirais grosso modo, il y a deux grandes situations. La première situation, c'est les situations qui sont désagréables. Et puis il y a les deuxièmes situations. Et les deuxièmes choses, c'est les choses qu'on voudrait amener dans sa vie, qui nous seraient agréables d'amener dans sa vie. Alors ok, donc là, pour les situations désagréables, on a deux techniques qui nous sont arrivées sur le plateau, dont on a parlé là tout de suite, c'est Ho'oponopono. Vous avez une situation désagréable, vous faites Ho'oponopono pour effacer la mémoire erronée, vous changez la situation désagréable. À Aura, c'est un peu pareil. On peut travailler comme ça. Donc, pour enlever les situations désagréables, on fait ça. L'autre élément, c'est pour amener les situations agréables. Comment qu'on va faire pour amener les situations agréables ? Oui, parlons-en. Eh bien, parlons-en. Eh bien, pour la situation agréable, on va utiliser tout simplement la loi d'attraction. Eh bien, parce que moi, la loi d'attraction, quand je fais les soins énergétiques, on travaille toujours sur la loi, on appelle ça la loi de la résonance. C'est-à-dire qu'on demande et on a tout de suite. C'est-à-dire, je demande à ressentir le corps éthérique de mon patient, je vais ressentir son corps éthérique. Je demande à ressentir les blocages, je vais ressentir les blocages. Je demande à replacer le corps éthérique, ça va se refaire tout de suite. Donc, je demande, j'ai. C'est toujours facile à faire pour les autres, c'est moins facile à faire pour soi. Mais donc, je me suis aperçu ça. Et d'un seul coup, quand il y a les premiers livres qui sont sortis sur la loi d'attraction, je me suis dit, mais évidemment qu'ils ont raison. Ils ont raison à 100% parce que, en fait, quand je voyais dans mes soins énergétiques, on l'a immédiatement, mais dans la seconde. Avec mes stagiaires, on est toujours bluffés parce qu'on met la main, je demande à ce que le corps énergétique se mette sous ma main, et il est tout de suite, et on vérifie, on le ressent tout de suite. Et donc, c'est dans la seconde. Donc, j'ai vu que les gens qui avaient sorti la loi sur la loi d'attraction, c'est vrai. Parce qu'on est, en fin de compte, tout ce qui nous arrive dans notre vie, est responsable et vient de la loi d'attraction à 100%. Mais alors, si on l'a fait d'une manière consciente, pourquoi ça ne marche pas toujours ?
Voilà, C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Alors, bien sûr, il y a aussi une manière de le demander. Faut le demander. D'abord, la première chose, c'est quand on veut quelque chose, c'est déjà de demander. Et ça, c'est le b.a.-ba, parce que si on ne demande pas... On n'a pas. Et pourquoi c'est cette chose toute simple qui est de demander? Pourquoi on n'y pense pas automatiquement? Pourquoi on a comme une barrière? Quelle explication vous avez à ça? Et ça, pour moi, c'est l'éducation, ça. Parce que vous savez, notre éducation, alors que dans tous les textes religieux, partout, c'est marqué « demandez, vous aurez », demandez, vous recevrez. Oui. On le voit dans tous les textes religieux, dans toutes les religions du monde. Et nous, dans notre éducation, on tape sur la main, non, on ne demande pas, laisse parler les grandes personnes, ou tu te serviras après, etc. Et donc là, on nous a oublié ça. Puis après ça, il y a la fierté aussi. Je ne demande pas, vous savez, c'était l'histoire des hommes, de l'homme qui ne trouvait pas son chemin, et puis qui répond, non, Armstrong, il n'a pas demandé sa route pour aller sur la Lune, donc je ne demande pas. Oui, une donc, réponse bien masculine. Bien masculine. Donc, ce qu'il faut, c'est commencer par demander, déjà le numéro 1. Après ça, je dis, OK, pourquoi ça ne marche pas à tous les coups? Alors, là, c'est là que j'ai poussé un petit peu, donc il y a des petites règles à suivre qui sont du simple bon sens. Déjà, toujours de demander ce qu'on veut et non pas ce qu'on ne veut pas. Mais c'est surtout aussi, je me suis aperçu que plus on fait ces demandes en adéquation avec sa chemin de vie, surtout son chemin de vie ou sa mission de vie, je dirais, et plus on a des chances que... Parce qu'en fin de compte, je dirais qu'on est de gagner 100 millions de dollars ou d'euros et puis de tous en train de se faire bronzer sur la plage de Bora Bora. Je dirais qu'au bout, la première semaine, on appréciera certainement. La deuxième semaine, on commencera à tourner un peu en rond. La troisième semaine, on commencera un petit peu peut-être à s'ennuyer. Donc c'est pas si on arrive à faire des demandes qui sont vraiment en relation avec nos aspirations profondes, là, on sera beaucoup plus à même et on aura beaucoup plus de résultats encore. Alors, je vous entends, je vous crois, mais pour trouver sa mission de vie, ce n'est pas aussi facile quand on est dans le ici et maintenant, de ne pas se laisser perturber par tout ce qu'on a autour et de trouver quelle est sa mission de vie. Oui, parce que de toute façon, d'abord, il faut faire la distinction entre la mission de vie et le chemin de vie. Alors, quelle est la différence? Parce que la mission de vie, c'est la finalité. Ça, il y a des personnes qui, par exemple, j'ai ma compagne Florence qui travaille beaucoup sur la mission de vie. Elle est capable de vous indiquer votre mission de vie en l'espace d'une consultation. C'est vraiment extraordinaire. Par contre, la plupart du temps, nous autres, si on ne rencontre pas ces genres de personnes, eh bien, on peut trouver notre chemin de vie. Il n'y a pas un chemin, d'ailleurs. Il y a souvent, pour aller au bout, on peut prendre des différents chemins. Il n'y a pas de mauvais chemins, il n'y a que des chemins qui sont différents. Et je vous donnerai une clé qui est super importante. Super importante. Et ça, gardez-la toujours en tête. Parce que le chemin, pour trouver son chemin de vie, c'est le chemin où on est heureux. Quand vous avez deux choix dans votre vie et qu'il y en a un qui vous plaît et puis que l'autre qui ne vous plaît pas, il y a de fortes chances que celui qui vous plaît soit le bon. Même si ce n'est pas celui qui sera forcément le plus beau, le plus grand, etc. Parce que quand on est heureux, on est sur sa route. Et c'est ça ce que j'ai compris aussi pour moi. Là, je suis heureux, je suis sur ma route, vous voyez, je fais des formations, je fais des conférences, je voyage, et ce que j'ai toujours adoré, j'écris que j'adore faire, je commence à écrire des romans, en plus que j'adore aussi écrire là-dessus. Et donc, voilà, je suis heureux parce que je sens que je suis quelque part sur ma route, même de temps en temps, si je m'arrête pour brouter un petit peu sur le chemin comme les voisins. Mais je veux dire, bon, on est heureux. Et quand il y a quelque chose, qui grince, quelque chose où on est malheureux, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Mais on a peur des fois de changer. Bien sûr, je sais bien. Il y a toujours le creux. Vous savez, quand j'ai arrêté mon exercice de la médecine pour passer à autre chose, c'est là que j'avais fait une mission au Tibet. D'ailleurs, quand j'ai arrêté ma médecine, la première chose que j'ai fait mon voyage chamanique. J'ai été au Tibet faire une mission humanitaire au Tibet. Là, je suis parti à 4400 mètres. Alors, je dis toujours en plaisantant, ce n'était pas les aventures de Tintin au Tibet, mais c'était les aventures de Baudin au Tibet. Vous savez. C'est presque pareil. Presque pareil. Surtout que j'étais dans un dispensaire à 4400 mètres d'altitude, tout près, perdu dans la Pampa, avec juste un monastère à côté. C'était magnifique. C'était extraordinaire. J'ai rencontré là justement les amchis tibétains, les médecins chinois, etc. C'était vraiment extraordinaire. Et puis après ça, c'est là aussi où je me suis formé en cancérologie clinique, parce que j'étais tellement passionné sur le cancer pendant toutes ces années que je me suis dit, il faut bien finir par faire quelque chose. Et donc j'ai été faire cette formation. Et puis après ça, j'ai commencé à écrire, et donc voilà. Et là, j'avais eu une belle aussi expérience quand j'étais parti aux Philippines.
Parce qu'on était une groupe d'une vingtaine de personnes. Et dans ce groupe d'une vingtaine de personnes, eh bien, on était tous dans les énergies, dans les soins, etc. Et donc, par exemple, on est arrivé à Manille et on devait se retrouver, c'était un 31 décembre, on devait se retrouver, on devait aller voir une chamane qui faisait une cérémonie du côté de Baguio dans la soirée. On n'avait pas de moyens de locomotion, on n'avait pas de bus, etc. Donc on commence à voir les différentes stations de bus. Tout le monde, c'est pas possible, 31 décembre, etc. Donc on se réunit tous, à un moment, on se dit, bon, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, on se réunit tous, et donc on demande, on fait tous la demande, ensemble, dans l'univers, pour trouver un bus. On va voir la prochaine compagnie de bus, pas possible. Dernière compagnie de bus, on arrive, il y a un bus qui arrive tout vide, il faut que j'aille à Baguio pour passer le réveillon avec mes familles. On leur dit, écoutez, vous n'avez pas de la place? Oui, il est vide. Et hop, 20 personnes dedans. Et pendant tout le voyage, on a rencontré les guérisseurs Philippe, on a rencontré des gens extraordinaires, mais dans tout le voyage, on a toujours suivi la route. C'est-à-dire, c'est que quand on était tous bien, heureux, tant que ça glissait bien. Donc tout ça, ok, il y avait les rendez-vous qui arrivaient, tout ça, c'était impeccable. Mais dès qu'on commençait à voir les rendez-vous qui n'allaient pas, le transport qui n'était pas bon, dès qu'il y avait des petites frictions dans le groupe, on se réunissait en disant, oh, à quel moment on a pris la mauvaise décision? Et là, dans le groupe, il y en avait toujours un qui dit, oui, ça a commencé quand on a fait ceci, quand on a fait cela. Hop, on faisait machine arrière, on changeait la décision et on repartait. Et là, à ce moment-là, ça se remettait à glisser, etc. Donc, dans notre vie, tant que ça glisse, c'est bien. Quand ça râpe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui a changé. Donc il faut passer au-delà de la peur de changer et aller quand même... Oui, parce qu'il y a un élément qui est très important. Pour moi, c'est essentiel. C'est que, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est que l'univers ne veut que notre bonheur. Et ça va contrairement, à contrario, à l'opposé de tout ce qu'on nous raconte. Parce qu'on nous dit... L'évolution s'est faite par la compétition. C'est faux. Il y a de la compétition, mais si c'était la compétition, aujourd'hui, il n'y aurait plus que des lions en Afrique, il n'y aurait plus d'antilopes, il n'y aurait plus de gazelles, il n'y aurait plus rien, parce qu'il aurait tout mangé. C'est une évidence. C'est ça la compétition. Donc là, au contraire, il y a un équilibre qui se crée. S'il y avait eu de la compétition, on n'aurait jamais eu la première cellule qui serait créée. La première cellule qui s'est créée, c'est un mini-aquarium qui s'est formé c'était vraiment l'association de la carpe et du lapin pour créer ça, parce qu'il a fallu qu'il y soit différents organites qui s'associent, des organites d'origine différente qui s'associent pour créer ça et la faire vivre. Un qui s'occupait du ravitaillement, l'autre de l'élimination, l'autre de la protection. Donc il a fallu créer tout ça. Donc c'est la coopération. Alors là, les lions vont manger la gazelle, mais bien sûr, mais ils vont manger que ce dont ils ont besoin, et c'est toujours aussi pour l'équilibre des troupeaux, aussi bien de la nature. Donc là, l'univers ne veut que notre bien, et l'univers aussi, c'est l'abondance. Donc il y a plein de choses qu'il faut effacer. C'est-à-dire, l'univers, on ne va pas être obligé de déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est de la bêtise, ça. C'est que dans l'univers, il y a suffisamment de choses pour habiller les deux. Si vous demandez une place de parking, vous allez en trouver une. Mais si on vous donne une place de parking, c'est pas qu'on va la prendre à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre va avoir sa place de parking, et vous l'avez aussi. Et ça, c'est aussi des notions qu'il faut... L'univers, si vous voulez nous détruire, vous savez, ce que je dis souvent, le soleil, il éternue, on n'a plus de problème pour tondre son gazon. Hein. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à avoir peur et à se précipiter sur une bonne opportunité parce qu'elle est déjà là naturellement. Voilà, elle est déjà là naturellement. Et puis en fait, comme l'univers ne veut que notre bien, de toute façon, il faut bien comprendre que souvent quand il arrive des situations désagréables, une situation désagréable, la première chose qu'il faut commencer à se poser la question, est-ce un bien, est-ce un mal ? Et là aussi, quand on voit la situation en premier, c'est évident, la première réaction, c'est un mal. Ah oui, je me rappelle toujours de l'histoire que j'ai racontée dans Ho'oponopono. Dans Ho'oponopono, il racontait, il y avait ce jeune garçon qui travaillait dans une ferme, il tombe de cheval et il se casse le bras. Tout le monde était désolé pour lui, mon Dieu, il va en voir le père, ton fils il ne peut plus t'aider dans la ferme, c'est une catastrophe, etc. Oui. C'est vrai, c'est une catastrophe. Seulement, d'une semaine plus tard, arrivent les soldats du roi qui vont ramasser tous les jeunes du village pour les emmener à la guerre, parce qu'ils vont faire la guerre. Mais lui, comme il avait le bras cassé, il est resté. Pas parti. Donc, c'est vrai que quand on regarde les choses en premier, on s'aperçoit que... Mais après ça, on les regarde un petit peu de plus loin, on s'aperçoit que peut-être c'est passé. Il y a toujours deux faces à une médaille, il y a toujours un bon côté aux choses. Alors, Luc Baudin, une dernière question, parce que ça a été très passionnant d'être avec vous pendant cette heure. Vous êtes parti sur un roman. Oui. Vous qui êtes un homme qui décrivait comment on doit soigner, comment on doit faire, qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie du roman ? On va finir là-dessus. Oui, ça fait partie
de mes rêves quand j'étais adolescent, parce que j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup et je rêvais toujours d'écrire des romans. Et en plus, mais ce roman, et c'est les romans qui vont suivre de toute façon, qui sont déjà en tête, sont des romans qui permettent, là, celui-là par exemple, on peut le lire déjà comme un roman, point barre. Ça, déjà, bon, ceux qui le lisent en sont fort contents. Mais après ça, il y a une autre lecture. On revisite toute l'histoire de l'humanité à travers des mythes, à travers des légendes, etc. Et on revisite aussi notre histoire actuelle, comment ça se passe, etc. Et ça pousse un petit peu de ce qui va se passer dans l'avenir avec les nouvelles énergies qui nous arrivent. Donc c'est une manière d'expliquer aussi autrement les choses, d'une manière ludique, d'une manière agréable. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai été toujours passionné de science-fiction, j'ai toujours été passionné de romans, j'ai toujours été passionné d'histoires mystérieuses. Et puis, tout ça, je m'aperçois que ça vient tout seul. C'est un vrai plaisir d'écrire ça. Et c'est une autre manière de transmettre les informations. Parce que, comme vous voyez, Ho'oponopono, ok, je vous raconte ça comme ça. Mais dans le livre, quand on travaille sur la loi d'attraction et quand on voit les acteurs, je ne dis pas qu'ils font la loi d'attraction, ça se fait d'une manière... On va le comprendre, ça va être implicite. C'est implicite. Et là, donc, c'est beau parce que j'avais même une dame, il y a deux personnes qui m'ont beaucoup touché. Il y en a une première, elle m'a dit, bon, Luc, j'ai lu ton roman, mais je ne suis pas contente du tout parce que quand j'ai lu ton roman, j'en ai oublié de faire le repassage et de préparer le dîner du soir. Il y a mon fils qui a pris ton roman, il a 17 ans, il a eu sa bulle et il a eu 0 le lendemain parce qu'il a lu ton roman pendant toute la nuit, il n'avait pas préparé sa composition. Et mon fils et mon père qui a 70 ans, c'était pareil. Et donc ça, c'était le premier. Puis il y en avait une deuxième qui m'a touché aussi beaucoup parce qu'elle me dit, que je ne connais pas du tout, elle me dit, voilà, j'ai lu votre roman et au travers de ce roman, moi j'ai un cancer du sein. Et au travers de ce roman, j'ai compris que mon cancer du sein n'était pas venu par hasard et qu'il y avait toujours de l'espoir. Alors ça, c'est un beau cadeau. C'est un joli cadeau. Ça, c'est un beau cadeau. Alors le titre de ce livre? Projet Humana. Je tiens à préciser que je ne parle pas du tout de médecine dans ce livre. Non, on a bien dit que c'était un roman. C'était un roman, Un roman science-fiction mélangeant, enfin tout est mélangé, instruction et tout. Alors Luc Baudin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bonne continuation.